Salut à toutes et à tous, nouveau dimanche, nouveau culture, toujours avec Théophile Messer et Pierre-Armand Samama. Ça va tourner, finalement, ça va bientôt tourner au running gag, Pierre-Armand, parce qu'on avait préparé une émission aux petits oignons. Malheureusement, on a à nouveau eu un petit problème de calage avec notre invité, mais par contre que vous retrouverez, on touche du bois, la semaine prochaine, coup sûr. On était avec Pierre-Armand, on disait, on va quand même pas faire une semaine sans Hoop Culture, on avait envie de discuter entre nous, on avait envie de discuter entre vous, donc ça va être un épisode vraiment freestyle, on a nos reliques, on a nos coups de cœur, pas de problème, on s'est dit qu'on allait simplement parler de ce qui nous avait fait kiffer cette semaine, que ça soit dans le basket, que ça soit en dehors, et vous inclure bien sûr dans la discussion. Pierre-Armand, comment ça va? Après, t'es un peu casse-couille parce que je t'avais dit que Bronny James, c'était chaud de l'avoir, surtout en ce moment. Et t'insistes. Là, maintenant, tu parais dans des trucs, Maria Carey, bientôt Noël et tout. Non, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Tout C'est ce son qui papa est, qui a oublié de signer l'autorisation de sortie. voilà, tout ce qui est de le hip-hop new-yorkais en ce moment qui est dans la sauce complète. Avec, je sais même pas si t'as vu, mais Jay-Z a perdu genre 2 millions de followers en un mois là. Ah ouais? Attends, j'ai Et, pas vu ça. et il est passé à moins d'1 million de followers, tu vois, sur Instagram. Alors, on s'en tape, mais c'est quand même symptomatique de ce qui est en train de se passer. Et j'ai l'impression que nos discothèques vont un peu se retrouver amputées de quelques références au train de ça. Et tant mieux, attention, que les choses soient bien claires, tant mieux s'il faut. Moi, je sais que par exemple, toute la, la branche Bad Boy Records est à la poubelle depuis longtemps. Donc, moi, elle a toujours été assez réduite, hein, Ah, moi, pour être honnête. tous les CD de l'époque ça y est, n'existent plus. Sont dans une poubelle depuis bien longtemps. Ça doit être dans une décharge en train de se faire bouffer par des gabions euh, dans une décharge marseillaise. Enfin, s'ils arrivent à les attraper, vu que c'est tout glissant. Mais voilà. Bon, en tout cas, j'espère que t'as pas trop participé à des soirées dont le thème était All White, parce que je sais pas si t'as vu les amalgames qu'il y a un petit peu sur les réseaux sociaux où il y a des gens qui se retrouvent dans la sauce alors c'était même pas des soirées estampillées Puff Daddy ou quoi. Mieux vaut faire le tri dans ces photos, quoi. Exactement, d'ailleurs. De toute façon, ce sera le moyen. De toute façon, les gens vont se cancel d'eux-mêmes. Donc, si la semaine prochaine, vous voyez plus genre Shai dans un CQFR, c'est que quand tu vous racontes la draft de je sais pas quelle année, là où il était tranquille à New York, c'est le soir, il a dû participer à un truc pas net. Pierre-Armand, tu parles de draft. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas encore. On a hâte, mais on n'est pas encore les pieds dans la saison régulière. Par contre, il y a eu le Media Day. Il y a eu. Voilà, des équipes sont parties à Abu Dhabi là, pour faire un petit peu de promo autour de la saison NBA à venir. Il y a eu tous les shootings. Est-ce qu'il y a des choses, toi, qui t'ont marqué là, dans ce début de rentrée NBA, des images ou des anecdotes ou des vidéos, peu importe? Bah, il y a deux images. Un, la coiffure de Jimmy Butler. Une déception. C'est c'est presque le truc qu'on attendait le plus de cet événement enfin, que je comprends pas. Honnêtement, à part pour faire les images de NBA TV et de tous ces trucs pendant les retransmissions où ils se retournent, ils ont l'air très méchants. Hein. Ça, d'accord. Mais sinon, je vois pas l'intérêt de ce machin. Jokic l'a dit. C'est comme chaque année, on se retrouve au même endroit. Donc l'image déçue, la déception de Jimmy Butler, la déception de voir le maillot de Mar de Rosanne qui lui va pas du tout. Le violet et noir, ça lui va pas du tout. Excusez-moi. C'est un homme qui porte du rouge, du blanc et du noir de Mar de Rosanne. C'est ce qui lui va bien. Et puis évidemment, enfin je sais pas, toi qui est père d'un jeune garçon. Enfin, le kiff qu'il a dû faire LeBron à prendre la photo avec son fils à côté de lui. Enfin, ça a aucun sens cette photo le plaisir qu'il a dû prendre. Voilà, oublier il a pas de niveau. Magic a dit il a pas de niveau. Il fera peut-être qu'il sera en G League, mais ne serait-ce que pour ce moment. Mais qu'est-ce qu'ils ont dû kiffer les deux. Incroyable, incroyable. Ouais, c'est clair. C'est la suite qui risque d'être peut-être un petit peu plus mouvementée, mais en tout cas, c'est vrai que ces images-là étaient sympas. Moi, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? J'ai bien aimé. Je sais pas si t'as vu passer ça. Bon, on est vraiment dans des trucs anecdotiques, mais ils ont souvent fait jouer des petits jeux les différentes franchises avaient des petits jeux. Alors, ce qui est très à la mode, là, c'est de faire signer aux joueurs des photos d'eux qui ont été piochées sur les Oui. Facebook de leur daron ou de leurs cousins, des photos de quand ils sont tout petits. Il y en a un qui m'a fait rire du côté des Sixers où, tu sais, ils leur ont fait jouer au jeu du verre, là, où il faut que tu remplisses un verre d'eau au maximum, mais vraiment sans le faire déborder, quoi.
Et c'était assez marrant parce qu'au début, je sais plus qui commence, qui met rien d'eau dans le verre, donc ça sert à rien. T'as Eric Gordon tout de suite qui arrive, tu vois le vétéran, qui va justement, lui direct, il va quasiment jusqu'à la limite pour mettre tout le monde dans la merde derrière. Mais derrière, tu vois les Tyrese Maxey et autres qui sont hyper méticuleux pour arriver jusqu'au bord, jusqu'au bout, et à la fin, t'as André Drummond qui arrive comme un gros ballon et qui commence à verser, alors que ça déborde depuis une demi-heure, hein, mais il continue à verser, puis il se dit, oh bah il y a de l'eau à côté, quoi. Donc, bon, André Drummond, que j'aime plutôt bien comme joueur, mais qui est pas non plus le mec le plus, comment dire, dans la justesse, dans ses prises de parole, dans sa manière de s'identifier dans l'histoire de la NBA. Là, j'ai trouvé ça très révélateur comme test. Ah, c'est pas le castor le plus actif du barrage, ça c'est sûr, hein, non. Mais il en a sorti une belle là quand même. Sur ces talents de rebondeur, là, c'est là que tu penses ou pas? C'est évidemment, je sais pas pourquoi beaucoup de joueurs ont un tic de langage de mettre à chaque fois qu'ils finissent une phrase, ils rajoutent de tous les temps derrière. Donc André Drummond serait le meilleur shooter de tous les temps, le meilleur rebondeur de tous les temps, le meilleur shooter big man de tous les temps. Bah, on en a beaucoup parlé cette semaine de cette phrase de Kat qui à l'ère d'Internet avec des gars qui sont rompus à ça. Je comprends pas comment ils verrouillent pas leur communication en sachant que chaque phrase va sortir d'un placard à archives de manière totalement décomplexée des semaines, des mois, des années après. Internet n'oublie rien, on le sait, et en plus les fans encore moins. Donc c'est toujours, ça me fait toujours marrer de dire ça, mais je pense qu'il y a un paquet de provoques de la part de ce bon vieux Dédé Drummond, ce mystère ultime pour moi, vraiment un grand, grand, grand mystère. Je sais même pas si je le mettrais, tu vois, on avait fait l'an dernier notre première émission What If. Je sais même pas si je le mets dans un What If comme ouais, avec DeMarcus Cousins, pour moi, c'est un vrai mystère parce que autant Cousins, on le sent un peu nonchalant, mais lui, je l'ai jamais senti nonchalant. J'ai toujours senti impliqué sur le terrain. Je l'ai jamais vu abandonner cette impression d'abandon que peut avoir Cousins souvent. Donc, c'est vraiment un mystère ce Dédé Drummond pour moi et un personnage qui en plus est assez attachant et un type qu'à chaque fois quand il arrive dans une équipe, tu dis ah c'est pas con et puis bon ça marche pas forcément, mais je sais pas, j'aime bien. Oui, moi aussi. Et puis il a réussi une transition qui est extrêmement dure. C'est celle d'avoir été un All-Star et de comprendre que maintenant il serait plus qu'un role-player et d'arriver à accepter ce statut. On connaît des tas de joueurs qui n'ont jamais réussi ça. Ça, il le réussit très bien. En fait, son plus gros défaut, c'est que son tic de langage, au lieu de dire de tous les temps, ils disent pas de ma génération, ce qui serait tout de suite beaucoup plus acceptable. Parce qu'effectivement, ce qu'il fait au rebond depuis 3 ans, là, c'est monstrueux, quoi. Ouais, ou du mois dernier, du mois dernier. Ouais, du mois dernier, c'est ça. Parce que sinon, ouais, c'est ça, t'as envie de lui dire, t'as déjà entendu parler de Dennis Rodman, par exemple, parce que meilleur rebondeur de tous les temps, je pense que... C'est intéressant ce que tu dis sur le fait d'être du déclassement de All-Star. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très fréquent chez les big men. Ce fait de ne pas arriver à le gérer, tu vois, les Dwight Howard, Shaq, voilà, Roy Hibbert. Towns, Roy Hibbert, et que c'est bon. Alors après, c'est plus difficile de se réinventer quand on est un pivot, surtout entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire avec des types dominants, des monstres physiques comme Roy Hibbert, comme en Dédé Drummond qui a jamais été qui n'a pas la palette technique d'un Karl Anthony Towns par exemple. Mais c'est vrai que c'est souvent les big men, voilà, comme Dwight. Bon, on verra bien. En tout cas, il nous aura bien fait marrer pendant des années. Du côté des images assez sympas, il y avait aussi, t'as dû la voir, du côté des Memphis Grizzlies, où ils ont recréé la photo mythique avec Muggsy Bogues et Manute Ball, avec les 3 ballons d'écart entre eux, là, avec Zach Edey. Et puis malheureusement, le nom du joueur japonais qui est du côté des Grizzlies m'échappe, mais j'ai trouvé vraiment bien cool aussi cette photo du Media Day. Ah ouais, c'est cela. Et puis je crois qu'ils ont essayé on était à 2 doigts de l'avoir avec Chris Paul et Victor, mais sauf que bon, Chris Paul, je pense qu'il n'avait pas très envie d'être dans la peau de celui dont on se moque. Je peux comprendre, mais quand il arrive et qu'il lève les yeux, c'est assez impressionnant. Et ce qui m'impressionne, c'est que eux ont l'air tout le temps, waouh, tu vois. Ouais, c'est vrai. Un peu comme Charles Barkley raconte que la première fois qu'il avait arrivé Shaq sur un terrain, quand il venait d'arriver à Phoenix, et qu'il le voit débarquer sur le terrain, qu'il voit s'approcher, qu'il fait waouh, putain, mais c'est un monstre, quoi. Voir ces gars-là qui sont capables encore de dire waouh, qu'est-ce que c'est que cet objet,
C'est assez étonnant. Surtout que bon, Chris Paul il a quand même joué avec des bons gaillards. Il a joué avec DeAndre Jordan et tout. C'était pas moi, quoi. Ouais, non, mais moi non plus. Non, mais c'est clair. Mais du coup, ça m'interroge, la Pierre, de toutes ces équipes qui ont bougé, est-ce qu'il y en a une en particulier que tu as hâte de voir sur le terrain pour voir un petit peu ce qu'elle va pouvoir donner, notamment parmi les équipes qui ont fait pas mal de changements dans leur roster? Oui, bah, comme tous, on a envie de voir New York. Je pense que c'est ce qu'on a envie de voir. Les Celtics, on a vu ce que ça donnait, ça n'a pas bougé. J'ai envie de voir les Bucks l'an 2 de Lillard, Giannis. D'ailleurs, Giannis, j'ai viens de voir que c'est sa 12e saison. Alors, là, vraiment, je suis tombé des nues quand ils ont mis ça. Booker 10, Ouais. Giannis 12, quoi. Mais je pensais Giannis 12. Bon, bref, bon coup de vieux. Mais non, on a envie de voir New York. On a envie de voir les fans du Garden arriver là au bout de 3 matchs en disant amenez Boston, on est prêt et tout. Et puis en décembre, une fois qu'il y aura 12 blessés, qu'il y aura 4 dramas et tout, faire la gueule. Mais oui, j'ai envie de voir New York. Alors j'étais déçu pour l'histoire de Villanova parce que Ah oui. l'histoire elle était trop belle et que je suis pas sûr que des quatre, celui qui soit parti soit le meilleur choix, enfin celui qui leur a apporté le moins. Je pense que DiVincenzo, il était en plus sur une série de playoffs, enfin une campagne de playoffs assez probante. Donc Carrément. j'aurais bien aimé voir ça. Mais oui, j'ai envie de voir New York. Et puis, alors après, j'ai peur pour Kat dans le sens, pas de son talent, parce que je suis persuadé, pour moi, c'est un très très bon joueur de basket. Mais cette malédiction du New-Yorkais qui rêve de New York, qui arrive à New York et qui se plante à New York, Joachim Noah, Evan malheureusement, mais bon ça c'est pas trop de sa faute non plus. On l'a un peu empêché de vivre son rêve, de continuer à vivre son rêve parce qu'au début c'était bien. Mais il y a plein de joueurs comme ça qui arrivent en se disant c'est chez moi, je rentre chez moi et je sais pas ce qu'il y a. Pourtant c'est des joueurs qui tiennent la pression, mais bah, il l'a dit Shai, hein, New York c'est pas fait pour tout le monde. Ouais. Non, t'as raison, ou C'est la meilleure Marbury, et époque. même Ron Artest en fin de carrière. Bon, là, ils étaient tous les deux un petit peu cuits, je pense. Quoique, non, Marbury, pas encore, en fait. Il avait encore un peu de marge, il avait encore de la marge. Mais oui, c'est vrai que c'est une pression qui est pas simple. Moi, il y a je m'y attendais pas, en fait, mais il y a une image que j'ai vue passer par hasard du côté des Bulls, là, une petite action où tu vois Lonzo Ball qui lâche une passe de alley-oop pour Matas Boutzelis. Et en fait. Même si j'attends rien de spécial de cette équipe de Chicago, j'ai quand même kiffé de voir Lonzo Ball sur le terrain. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce joueur, quoi. Je suis dégoûté qu'il soit blessé, même si, encore une fois, hein, je pense pas que cette version des Bulls avec Lavine et DeRozan et lui pouvait aller très très loin, mais voilà, c'est un mec talentueux, vraiment. J'espère qu'il va pouvoir reprendre et ça serait vraiment une belle histoire de le voir rejouer cette année régulièrement avec Chicago. Moi j'ai une opinion très très haute de Lonzo Ball. On se prévoit un jour de vous faire une émission spéciale haters, c'est-à-dire pour déclencher plutôt que d'attendre que vous nous tombiez dessus, on va vous donner de quoi vous nous tombez dessus avec des avis tranchés et des trucs qu'on pense nous. Voilà, moi Lonzo Ball, je le mets en prime, c'est-à-dire vraiment au top de sa forme, je le mets au-dessus de beaucoup de joueurs qu'on considère comme des superstars aussi. Euh, donc on en reparlera, mais voilà. Pour moi c'est vraiment un joueur de génie. Euh, Son frère aussi, hein, le petit frère, enfin, il fait des trucs sur le terrain. Voilà, pour moi c'est vraiment le Jason Williams de notre époque, tu vois, c'est-à-dire aussi foutraque qu'avec un QI basket parfois proche de l'infini, comme il peut être proche du néant sur le, sur le truc. Mais oui, oui, moi, Lonzo Ball, j'adore et j'aimerais le voir surtout, il y a quand même quelque chose enfin beaucoup de choses qui se sont passées depuis la dernière fois qu'on a fait Haute Culture, puisqu'on avait enregistré un jeudi et on n'avait pas parlé du départ de Derrick Rose, dont on parle longuement dans le MOOC spécial Chicago. Mais voilà, moi, j'ai vraiment du mal avec ces joueurs qui s'arrêtent et dont on peut parler dont l'héritage sera et qu'est-ce qui se serait passé. Voilà, Hmm. ça me fait trop de peine pour eux et j'aimerais voir Lonzo. Alors, D-Rose a eu sa période incroyable et du coup, c'est pas qu'est-ce qui se serait passé, c'est à quoi aurait ressemblé la ligue s'il avait continué sur sa lancée. Est-ce que Miami aurait été comme si? Est-ce que bon, voilà, il y a plein de choses à imaginer, mais Lonzo Ball, moi, on l'a pas vraiment encore vu
max de son potentiel, mais enfin, moi je le trouve trop fort. Moi, je le trouve vraiment trop fort, d'un calme, d'un, toujours concentré, toujours. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est un joueur d'équipe parfait. Ouais, non, moi j'aime beaucoup, tu parlais de Lamelo. Alors, Lamelo Ball, le talent, il est indiscutable. Moi, j'ai un petit peu de mal. Pardon, j'ai un petit peu de mal parfois avec le joueur. Par contre, je me faisais la réflexion en le voyant jouer la saison dernière. Ça doit être un enfer de défendre sur ce gars-là parce que je le trouve extrêmement dur à lire dans ses intentions. T'as un côté un petit peu, il s'arrête, il repart. C'est dur. Tu sais, souvent pour un joueur, on parle de rythme. Et j'ai l'impression que c'est un joueur qui est tout le temps à contre-temps en fait. Tu penses qu'il établit un rythme et boum, il va te sortir un move qui est complètement contre-temps complet. C'est ouais, un cauchemar de défendre sur un gars comme ça. Ah ouais, c'est ce que tu disais. C'est comme un livre de Michel Houellebecq. C'est illisible. Voilà, c'est pareil. C'est comme ça, on devrait lui mettre Houellebecq dans son un nouveau beau maillot à s'acheter. Non, non, mais ouais, moi je suis d'accord avec la Melo Ball. C'est-à-dire, quand il se stoppe et que tu as l'impression qu'il va arrêter son dribble et qu'en fait la balle est déjà partie. Voilà. Ça doit être difficile de jouer avec ces gars-là aussi, qui voient des trucs ou qui imaginent des choses que toi, auxquelles tu n'as même pas pensé depuis que tu t'es réveillé, quoi. Donc c'est assez particulier, mais ça doit être passionnant. Ouais. Ouais, c'est clair. Bah, je suis quand même curieux de voir, tu sais, ce que va faire cette équipe de Charlotte. C'est une franchise que je trouve globalement très mal gérée depuis longtemps. Mais tu vois, en regardant l'effectif, il y a quand même vraiment du talent dans cette équipe. Et pour le coup, tu vois, on sait que il y a forcément des équipes dont on attend beaucoup qui vont pas performer pour X raisons, des blessures, ça se passe pas bien en interne, etc. Donc tout le monde sera pas au top. Et j'ai l'impression que en termes de talent, cette équipe de Charlotte, en fait, je serais pas étonné si c'était une des équipes surprises de la saison. Je serais pas étonné si ça marchait pas pour X raisons, des blessures de Lamelo Ball, encore une fois, principalement. Mais je pense que c'est une équipe qui peut surprendre par son talent, son volume. J'ai vraiment hâte de voir Tidiane Salin, voir ce qu'il va pouvoir donner cette année. J'espère qu'il aura du temps de jeu, quoi, parce que c'est vraiment un athlète incroyable. Bref, et je pense que cette année, je vais garder un œil, tu sais, plus attentif que par le passé sur les Hornets. Moi, j'espère surtout qu'il aura du temps de jeu parce que s'il en a pas là, dans une équipe comme celle-là, c'est que ça va être la suite doit être rude, quoi. Parce qu'il y a justement toute la place pour développer ce type de joueur et ce type de morphologie et ce type de ouais. Mais moi, j'ai envie de voir, j'aimerais voir une vraie saison avec des duels Chicago-Charlotte avec les frères Ball l'un contre l'autre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même fou qu'on soit privé de ça depuis toutes ces années, d'avoir des frangins comme ça qui se tirent la bourre avec une hype pareille. Ouais, moi, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Est-ce qu'il y a des équipes que tu n'as pas envie de voir, par contre, du tout? Bah ouais, on est là pour emmerder. On est un peu là pour faire chier dans le culture, hein. On est là pour. Très très bonne question. Il y a en fait, il y a des équipes, je pense que je vais me forcer, entre guillemets, quand même pour voir les joueurs, quoi. Plus que les équipes. Une équipe comme Portland, en fait, il y a plein de joueurs que j'aime bien, mais je vois pas où ça va. Une équipe comme les Wizards, moi j'adore Bilal Koulibaly, donc je vais regarder pour voir ce que donne Bilal en fait. Moi voilà, pareil, je serais pas étonné qu'il fasse une très belle deuxième saison, mais je peux pas te dire que ce soit vraiment le plan de jeu global qui me passionne le plus. Même chose pour Détroit en fait. Il y a plein de joueurs que j'aime bien dans cette équipe. Tu vois, j'adore Jalen Duren. Je pense que Kate Cunningham a vraiment du talent. Un gars comme Jaden Ivey, c'est une espèce de. Il a des jambes de feu. J'ai envie de les voir, mais j'ai l'impression que le contexte n'est pas favorable. Donc voilà, c'est le genre d'équipe où je pense que je vais regarder pour voir les joueurs plus que pour voir les équipes en gros. J'en profite, je fais une parenthèse. Tu parlais de Portland et du Media Day. J'ai été bouleversé. Beaucoup de gens ont rigolé en disant ouais le mec répond franchement et tout, mais moi ça m'a bouleversé la réponse de Scoot Anderson quand on lui a dit qu'est-ce qui lui a plu de l'année, et il dit la nourriture parce qu'il a bien mangé, il a tout, et en fait j'ai pas trouvé ça drôle du tout parce que on sait qu'aux États-Unis, dans le système américain, notamment à la fac et dans certains endroits, on mange pas à sa faim. Si vous avez vu Last Chance University, cette série dans les junior college où les gamins ils dorment dans leur bagnole et ils mangent pas tous les jours, ils mangent pas le nombre de repas dont ils auraient besoin en tant qu'athlète de haut niveau et en tant qu'être humain tout court.
Moi, j'ai pas trouvé ça marrant en fait cette phrase, et beaucoup d'Américains ont trouvé ça drôle, genre bro kept it real, tu vois. Mais la manière dont il dit, et tu vois son visage, en fait, il rigole pas vraiment, quoi. Le mec, c'est juste Hmm. que bah, cette année, il a bien mangé, quoi, tu vois. Et ça m'a marqué. Franchement, ça m'a marqué. Alors, peut-être je l'ai vécu, je l'ai pas pris comme il fallait le prendre, mais je l'ai regardé plusieurs fois et tu sais, il dit ça, il rigole, mais lui, il se marre pas, en fait. Bon, donc voilà. Et moi, j'ai pas envie de voir les Clippers. Moi, ça me fait chier. Ah oui, j'aurais... Pourquoi? Parce que Kawhi va pas jouer et parce que les clés, on va les redonner à qui tu sais et que ça va être n'importe quoi. Voilà, Nico le pauvre, j'ai envie Enfin, il a dit justement, il a dit moi, Tyronn Lue m'a redonné ma chance, il n'y avait pas moyen que je retourne pas jouer pour lui. Bravo Nico, ça c'est vachement bien d'avoir dit ça comme ça. Et je le comprends, retourner proche de sa famille, faire ses 2 dernières saisons dans une salle magnifique, et puis très aimé à Los Angeles. Mais voilà, j'ai peur que, enfin, sans Paul George, sans Kawhi, tout à James Harden, ça va être un James Harden vieillissant, évidemment, qui sait faire encore ce qu'il sait faire. Waouh, ça va être compliqué. Ça va être dur à Ouais, regarder. Ouais. je comprends. Et comme tu parlais de conférence de presse, enfin du moins du média day des Blazers, moi il y a une autre déclaration que j'ai beaucoup aimée. Je sais pas si tu l'as vu passer, c'est Matisse Thybulle. Moi j'adore, enfin j'aime beaucoup ce joueur, quoi. C'est pour moi voir Matisse Thybulle défendre, c'est de la poésie, quoi, sur la vivacité des appuis, l'anticipation. Bref, c'est un bonheur. Et justement on lui parlait de défense et j'ai beaucoup aimé les termes dans lesquels il a parlé de la défense, parce qu'en fait il dit ouais, quand on parle de défense on parle toujours de on va partir à la guerre, il faut détruire l'adversaire, il faut l'anéantir, etc. Et il dit, mais moi, c'est pas du tout ma conception de la défense. Moi, j'adore la défense. Pour moi, c'est un truc qui est cool, que j'aime faire. Et pour moi, c'est un jeu, en fait, dans le sens, je vais anticiper, je vais réfléchir à comment faire déjouer mon adversaire. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, cette façon d'envisager la défense, parce que je trouve que finalement, c'est vrai que quand tu sais, quand on se dit, on voit des prospects arriver, on dit bon, moi lui il est hyper long, il est vif, ça doit pouvoir être un bon défenseur. Et en fait là-dessus aussi, on réfléchit uniquement en termes de capacité physique, au lieu de réfléchir aussi en capacité technique, en intelligence, en anticipation, en compréhension globale de ce qui se passe. Et j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant en fait d'entendre Matisse Thybulle parler comme ça de la défense. J'ai trouvé ça très juste en plus, effectivement, parce que tu as bien sûr que tu as besoin d'attributs physiques pour être un bon défenseur à ce niveau-là, ça on le sait très bien, mais derrière, je trouve que ça mettait en valeur finalement le reste du talent que ça te demande, et notamment toute la partie jeu en fait, parce que c'est vrai que tu sais très bien, Pierre, quand tu commences à cerner un petit peu les qualités du mec sur qui tu défends, quel que soit le niveau, tu vas pouvoir orienter ta manière de défendre en fonction de lui spécifiquement. Tu vas pas défendre de la même manière si c'est un mec qui peut que pénétrer ou un mec qui fait que tirer extérieur. Et ouais, j'ai beaucoup aimé cette réflexion. Matisse Thybulle, c'est le type de joueur, il a eu une très haute cote au début. Derrière, ça a plongé complètement et s'est retrouvé dans des trades. J'aimerais vraiment bien le voir rebondir, toi, avec cette équipe de Portland. Il n'y a pas vraiment d'attente particulière autour du projet. Donc, j'espère qu'il pourra se remettre en action et que voilà, il pourra gommer les aspects de son jeu qui sont encore un peu déficients, notamment l'adresse extérieure, pour retrouver une vraie place dans une bonne équipe. Parce que c'est un mec que j'ai toujours trouvé vraiment intéressant. Mais c'est sûr, mais c'est encore une fois, c'est ce que vous vous escrimez à faire, toi, Antoine, Shai, on en parle avec les copains de First Team également, c'est d'expliquer le concept de la défense, qu'un défenseur individuel, l'impact qu'il a individuellement, c'est une chose, mais c'est l'impact qu'il a sur l'équipe. Et que c'est toute l'histoire de Rudy Gobert où on va dire ah ouais, mais Rudy, regarde, il se fait attaquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais bon, alors après, regardez bien regardez plus largement, et au lieu de regarder ce que fait Rudy, regardez comment l'attaque et comment la défense est en train de bouger quand Rudy Gobert prend son gars en individuel, ou Luka Doncic et tout, de voir comment ça se fait. Alors l'autre, il met un shoot incroyable. Mais bon, c'est toujours pareil, si t'es sur le poster, c'est que tu as essayé d'y aller. Hein. Mais Thybulle, c'est pareil pour moi. C'est des vrais défenseurs avec des qualités athlétiques, mais qui ont une intelligence de la défense d'équipe que peu de joueurs ont aujourd'hui dans la ligue, en tout cas. Ouais, bah, je peux pas dire mieux, quoi. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Et puis, puisqu'on parle de défense, Pierre, il y a quand même eu cette semaine la disparition
d'un joueur forcément qui a dû te marquer, en tout cas qui a fait partie vraiment de notre adolescence et de notre culture basket, c'est Dikembe Mutombo, disparu des suites d'une tumeur au cerveau. Et ça représentait quoi Mutombo pour toi, Pierre? Beaucoup, beaucoup. Ça m'a vraiment beaucoup attristé. Ça a attristé beaucoup de gens, hein. J'ai été surpris de voir combien de gens ont été tristes de voir partir Mutombo. C'est pour moi, alors curieusement, c'est pour moi la joie de jouer au basket. Cette image de lui par terre en train de tenir le ballon fait partie des images iconiques de la ligue. Alors que, bon, parce que c'était la première fois qu'un numéro 8 battait un numéro 1, etc. Mais pour moi, c'est une joie d'être là. C'est certainement le geste, c'est un des gestes les plus iconiques de l'histoire de la Ligue. Son immense doigt qui se promène et qui te dit non, il n'y a pas moyen de passer. Et en plus, quand tu vois les highlights, il le fait à chaque contre. C'est-à-dire qu'il t'en met un, il fait ça, la balle revient, il en met un autre. Tu regardes le mec comme ça. Je sais pas si tu as vu, il y a une série là où il en met trois et à chaque fois il fait comme ça. C'est quand même très très drôle. Le Night in My House, c'est une voix reconnaissable entre mille et c'est un sourire et un respect mais incroyable de la part de tous ses pairs. Quand à chaque fois qu'il arrivait quelque part, il était adulé. Et puis c'est un géant à tous les sens du terme. Quand on voit son implication, sa philanthropie, son intelligence, et puis la trace qu'il nous laisse, nous, dans notre esprit, c'est cette fameuse chaussure, cette fameuse collection où tout le monde dit « Ah, j'aimerais trop l'avoir ». Non, les gars, c'est importable, arrêtez. Ça, c'est pas possible. Mais cette chaussure avec les motifs africains dessus, le survêt qui allait avec, là, il y a un de nos auditeurs qui m'a envoyé justement, qui s'appelle Nicolas, je salue, qui m'a envoyé une photo sur Instagram où il a retrouvé dans son placard le survêtement, l'ensemble de Mutombo des années 90, parce que si vous étiez fan de sneakers à l'époque, et toi tu le sais Théo, il y avait 3 modèles qui étaient présentés. Il y avait la Ewing, il y avait la Jordan 6, celle que tu as eue, la Black infrared, hein, celle où tu as arraché le truc derrière et je t'en voudrais toute ma vie. J'ai découpé. Découper, c'est pareil. Arracher, découper, c'est pareil. C'est comme quand tu vas chez le dentiste et qu'on dit tu m'as extrait la dent et tout le monde dit non, il me l'a extrait, découpé. Tu as salopé cette chaussure, une des plus belles chaussures de l'histoire. Et il y avait la chaussure de Dikembe Mutombo. C'était le modèle Adidas de signature. Et c'est sur un joueur, voilà. Enfin, tu vois, il y avait beaucoup de questions sur les maillots retirés. Moi, je le retire, le maillot, le 55. De Denver, d'Atlanta, n'importe où. Je le retire parce que c'est au-delà d'une légende, c'est une vraie légende de la Ligue. C'est tout un état d'esprit. Et c'est un hommage à un homme extraordinaire. Vraiment. Voilà. Donc j'étais très triste de voir. Et puis, à l'image de ce type qui était d'une. Alors, moi, les images de Mutombo que j'ai toujours. Mutombo aussi dans les concours de dunk, c'est quand il fait toujours. Ouais. Mais il regarde en même temps si tu sais, la caméra est sur lui. Et c'était toujours lui qu'on filmait en train de crier avec sa voix. Donc voilà. Donc ça m'a vraiment fait de la peine. Et je te disais, à l'image du bonhomme, d'une discrétion absolue. Personne ne savait qu'il était malade. Et voilà. Et il est parti en géant. Comme il est arrivé. Et en plus, un type passionnant, parce qu'il n'était pas venu pour faire du basket au départ. Vous en avez parlé, vous lui avez rendu un superbe hommage dans le CQFR. Ouais, bah c'est vrai que comme on en parle avec Shai cette semaine, moi il m'a marqué en tant que joueur, bien sûr, parce qu'il était dans le paysage. J'ai adoré les Sixers qui vont en finale NBA. On en parle avec Shai de tout ça. Mais finalement, moi, vraiment ce qui le rendait grand, et c'est ce qui a souvent été souligné, c'est vraiment tout ce qu'il a fait en dehors des parquets. Et c'est fou parce que tu fais une carrière de Hall of Famer dans ton sport, et derrière, les gens disent unanimement, mais c'est même pas la chose la plus incroyable, extraordinaire qu'il ait réussi à faire. C'est son engagement caritatif, comme tu l'as dit, l'hôpital qu'il a en grande partie financé, le fait de montrer avec d'autres, ça n'a pas été le seul, hein, bien sûr, il y a eu Hakim Olajuwon avant, mais montrer qu'il y avait un chemin pour les athlètes africains vers la NBA, vers le très haut niveau. Et derrière, honnêtement, quand tu vois ce qu'ont pu faire des Serge Ibaka, des Bismack Biyombo dans leur implication en Afrique, ou même Joachim Noah, tous, ils vont te dire...
voilà, c'est lui qui a montré l'exemple dans tous ces aspects-là. Et ce qui ressort, c'est son humanité, quoi. Et c'est vraiment son rire. Tous les gens qui l'ont approché de loin ou de près, ils décrivent quelqu'un de charmant, de gentil. Donc voilà, effectivement, une légende au sens propre. Et, qui est, oui, alors il va laisser, j'allais dire, il va laisser il va laisser un manque, mais vraiment, là, ce qui est, je pense, c'est à la hauteur de son implication, c'est que je pense qu'en tout cas, pour tout ce qui est les échanges avec l'Afrique, notamment l'engagement caritatif, là, il n'y aura pas de manque, parce que je pense qu'il a vraiment montré la voie, et que maintenant, d'autres sauront hausser à nouveau leur niveau d'engagement, ou d'autres s'engageront dans la brèche, et ça, je pense que c'est peut-être le plus bel héritage qu'il ait laissé. Et j'espère que, franchement, si je sais que toute la direction de Mitchell Ness nous regarde chaque semaine fiévreusement en attendant le dimanche matin. Mais les gars, si je vous rééditez les maillots de Mutombo, je serai le premier à arriver parce que voilà, il faut savoir rendre hommage. Et je pense que Dikembe Mutombo, tu sais à quoi on voit que c'est une grande légende, c'est que je pense qu'il aurait pu être dans plusieurs MOOC en fait. Il aurait pu être dans le MOOC défense, dans le MOOC More Than Ballers, dans le MOOC Loser peut-être, parce que malheureusement, il a pas gagné à la fin, même s'il a pas, on peut pas le traiter comme tel. Mais en tout cas, dans des MOOC qu'on a presque préféré faire, celui sur la défense et le More Than Ballers, il avait sa place, mais même sur la couve, sur les deux, quoi. C'est clair. Ouais, non, carrément, carrément. Puis il y avait un autre sujet dont je voulais te parler, alors qui n'a pas de rapport directement avec la NBA. C'est, je sais que tu es friand de documentaires et notamment de documentaires sportifs et aussi de football américain. Je sais pas si tu as vu le documentaire sur Netflix au sujet du scandale qui a entouré Michigan avec le fameux le vol des signaux, là, le sign stealing. Est-ce que tu as vu ce documentaire? Je l'ai vu. Alors, je l'ai regardé avec intérêt et je suis assez partagé. J'avais hâte de t'en parler en fait, parce qu'en fait, j'ai trouvé le documentaire intéressant. Il y a plein de sources, c'est très bien fait. J'ai toujours pas compris, au bout du compte, ce qu'il y avait d'illégal dans ce qui est Voilà. reproché au fameux Stallions, qui a un nom incroyable. On dirait un nom de, soit d'acteur porno, soit un pseudonyme de membre du Wu-Tang dans les années 90. Mais j'ai toujours pas compris ce qu'il y avait d'illégal dans le fait d'observer les consignes données par les coachs adverses à leurs joueurs pour s'en servir. Alors, le truc, c'est. Alors, je vais te dire. Et comme quoi, Théo, notre bromance continue. Hein, on va renommer ce truc Brokeback Culture si ça continue. Mais j'ai fermé ce documentaire et j'ai fait. Et alors? Tu sais, le générique est arrivé, il dit. Et enfin, c'était enfin, 1 heure et demie où en fait il t'explique ce que c'est l'histoire des signes et tout, mais qu'apparemment tu n'as pas le droit en fait donc tu peux observer, regarder et tout, mais tu n'aurais pas le droit de filmer le banc comme ça. Et ça, mais le niveau de. Alors, tu vas flouter ma voix quand je vais dire ça. De fils de pute de la NCAA. Je crois que je sais même pas si c'est pas au-dessus du CIO dans le truc le plus certainement corrompu, dégueulasse. Il doit y avoir Trump, le gouvernement de la Corée, euh, le CIO et la NCAA. C'est vraiment des ordures. Enfin, il te crée un scandale sur rien. Sur rien. Sauf que parce que le type a été juste tellement malin, parce que le gars, c'est la seule partie intéressante, vraiment intéressante, Ouais, c'est comment le type a réussi à débusquer les tactiques en regardant des gars qui font juste comme ça. Voilà. Et puis il y a une partie sur le fait qu'il aurait été à un match, pas à un match. Sur le banc, à un moment, on le voit. Mais est-ce que vous y étiez? C'est pas moi qui dis. Il y a des avocats. L'avocat, il dit c'est nébuleux. Enfin, voilà, c'est à la fois passionnant et totalement inintéressant. C'est le documentaire où tu sais à la fin la télé te demande j'aime pas, pas d'avis. Je sais même pas, j'ai zappé, j'ai dit je peux même pas dire. Ça m'a intéressé à la fois, j'étais frustré au possible en disant et alors.
Mais tu sais, à tel point que hier, il me restait un petit peu de temps avant d'enchaîner sur quelque chose. Je me suis dit, bah, je vais regarder la fin du documentaire, j'ai toujours pas vu. Donc je la remets et je me dis, ah bah non, j'étais allé au bout. En fait, Même si j'avais t'es allé au bout. oublié que j'avais vu le documentaire en entier. Et c'est vrai que c'est incompréhensible. Le côté, tu peux pas filmer le banc alors que les matchs sont diffusés devant, enfin, à la télé, qu'il y a des millions, des milliers de personnes dans des stades immenses, que n'importe qui peut filmer, prendre des photos. J'ai vraiment pas du tout compris. Tu sais, au début, je me disais, bon, bah, il y a un moment, ils vont dire qu'ils ont, tu sais, qu'il a trouvé le moyen de filmer les entraînements des équipes adverses, quoi. Là, je comprends, tu vois, c'est autre chose, mais bon, bref. Tu... Tout est permis dans ce sport en plus. Tout est permis. Tu peux tuer quelqu'un. C'est-à-dire tous ces pauvres gars meurent à 38 ans d'une crise cardiaque et tout, mais tu n'as pas le droit d'aller payer. Parce qu'il y a toute une histoire, il aurait payé des billets, offert des billets à des gens qui lui auraient envoyé des vidéos, mais des vidéos, l'autre il est en haut du stade, il filmerait le banc et l'autre il serait capable de voir. Alors par contre, ça montre une chose, la folie du sport universitaire aux États-Unis, c'est-à-dire ils deviennent timbrés, quoi. Tu vois, ce mec est élevé dans l'amour de la fac de Michigan, mais il faut voir Ouais, c'est clair. les fans de l'OM qui prennent les gamins. euh, Tu vois, il y a une vidéo, alors, ceux qui, pour moi, c'est une des plus grandes vidéos de toute l'histoire. Elle dure 2 secondes. C'est un journaliste sportif de Canal qui sort d'un match de OM-PSG et qui prend un petit garçon et qui lui dit si je te dis Paris, Paris, et le gamin a je sais pas, 5 ans et il dit ce que tu t'imagines qu'il dit, il dit la fin de la phrase et le père tu sais, qui le regarde comme ça, qui fait et qui regarde le journaliste, fait ah il a raison, tu vois. Et ça tu te dis c'est pas possible d'élever son gamin comme ça, mais eux c'est-à-dire ils élèvent leurs enfants dans la haine de Ohio State. Alors, explique-nous pourquoi il y a cette haine de Ohio State, tu vois, j'aimerais bien savoir, moi. Mm. Bon, mais la folie du sport universitaire qui rend les gens cinglés, quoi. C'est-à-dire, tu vois, ça fait la une des journaux, la une des journaux télévisés. Enfin, ça a été une histoire. Tu as l'impression que le gars, il allait passer 130 ans en prison parce qu'il a volé le signe du mec qui a fait ça. Ça veut dire que le running back, il va partir. Bon, enfin, encore une fois, c'était timbré. Mais t'as raison, c'est fou parce que ça fait la une de tous les trucs. C'est genre le scandale énorme, mais au bout du compte, il est inquiété de rien. Il y a la police ou enfin, Non, mais la les police. autorités nationales sont pas du tout impliquées. Et même l'investigation de la NCA, ça va nulle part en fait. Donc c'est. Bref. Ah non, mais t'as un gars qui, quand même, dit à la télé les Haïtiens, ils mangent des chats et des chiens. Le lendemain, il rentre chez lui, il n'y a aucun souci. Et l'autre, il a observé 3 signes d'un gars et un pote à lui a envoyé une vidéo. C'est genre le type, il cancel partout, quoi. Bon, en plus, enfin bref, on va pas faire des heures Non, là-dessus, mais non, c'est non. vrai qu'en plus, nous, bah, tu dis, mais attends, mais le scouting, c'est ça en fait. Les mecs, ils vont voir des matchs des autres équipes, ils regardent ce qu'ils annoncent. Je veux dire, si tu parles de basket, ils passent des heures à regarder ce qui se passe sur le terrain, mais ils regardent aussi les consignes, tous les gestes. Je veux dire, c'est ce que tout le monde pardon, dit au sujet de LeBron ou autre, que limite il connaissait mieux les systèmes que les mecs de l'équipe adverse parce qu'il avait capté ce qu'ils annonçaient. Il y a une vidéo qui a fait un peu qui a été virale, qui était assez cool, où t'as Jokic qui est au lancer franc et il capte ce que l'équipe adverse va jouer tout de suite derrière après avoir récupéré la balle, et il fait un signe là, il fait ce qu'ils vont jouer, un truc qui s'appelle pistol là, un début d'action, et derrière il fait le signe à toute son équipe pour qu'ils soient prêts à défendre. Donc, c'est la base du jeu, ça, je veux dire, c'est pas regarder les cartes, hein, c'est regarder ce que t'en fais, quoi. C'est bref, très très étrange. C'est très bizarre. Il y en a un autre de documentaire, là, c'est sur cette série, là, l'envers du sport. Là. Ouais, Tout n'est pas bon, mais il y en a qui sont intéressants. Il y en a un sur les Florida Gators, où cela, c'est une mini-série oui. sur le début des années 2000, 2000, la période 2004-2006, je crois, avec Tim Tebow qui arrive. Et là, c'est pareil. Enfin, tu vois des méthodes d'entraînement, des types qui sont là, c'est comme s'ils étaient à la guerre, enfin, des humiliations physiques et tout. Enfin, tu rentres là-dedans. En plus, dans cette fameuse conférence SEC Sud, là, où le football est. Enfin, si tu vas jouer là-bas, c'est que c'est pire qu'ailleurs. C'est-à-dire la violence et la dimension physique du football, du foot US dans cette conférence-là est complètement aberrante, quoi. Donc, pour te dire. Et les gamins qui jouent leur vie à proprement parler, parce que déjà c'est très violent, mais en plus leur avenir. Pas payé, rien, zéro. Bon, maintenant c'est différent, mais à cette époque-là,
Tout ça, c'est vraiment, je te jure, cette NCA, là, c'est dégueulasse. Par contre, Ouais, vas-y, pardon. juste pour passer sur un autre truc et pour les trucs qui m'ont plu cette semaine, j'ai kiffé de voir le beef Spike Lee, Kelsey Plum pendant les demi-finales de conf là dans WNBA entre Las Vegas et New York. Tu vois déjà l'ambiance. Alors je croyais que c'était au Garden. Je sais pas pourquoi dans ma tête, je croyais que le Liberty joue au Garden, mais il joue au Barclays Center. Je crois qu'ils alternent. Hein. Il me semble qu'ils alternent. Bon là, c'était au Barclays Center et de voir Spike Lee sur le bord du terrain casser les pieds à Aja Wilson, à Kelsey Plum et surtout Plum qui elle, bon, elle a pas sa langue dans sa poche et qui rentre dans le jeu et qui évidemment à un moment se retourne, lui dit une amabilité. Tout le monde en a fait un pataquès, mais je trouvais ça assez marrant. Et j'aimerais bien savoir ce que lui a dit Spike Lee, parce que j'aimerais bien savoir s'il ose lui dire un millième. Parce qu'il disait à Reggie Miller et compagnie. À Reggie Miller et compagnie, avec les témoins autour, où là tu risques vraiment de finir en prison. Est-ce que je peux avoir un commentaire au sujet du pantalon de Spike Lee lors de cet échange, Pierre Armand? J'arrivais pas à savoir s'il sortait de chez lui, que c'est son pantalon de pyjama ou si c'était un truc qui était spécial. Alors, pour l'occasion. Si c'était au Barclays Center, il sortait certainement de chez lui, ça c'est sûr, parce que c'est vraiment à 10 minutes à pied de chez lui. Mais oui, tu vois. Après, qu'est-ce qu'il en a plus rien à foutre maintenant de Spike Lee de savoir comment il va au stade? Je pense qu'il s'en fout. L'année dernière, il portait une doudoune qui a été faite par un designer là, avec le 11 de Bronson derrière, super belle, qu'il a porté toute l'année, qu'il portera encore. Mais oui, je crois que... Tu parles de doudoune, là, ça me fait penser à ça. Tu sais que j'adore LP et son ancien groupe Compagnie Flow. Là, je viens de voir, ils sont sur le point de sortir. Non, elle sera sortie quand vous regardez cet épisode. Une espèce de collection capsule où ils ont fait un teddy superbe avec des éléments de la pochette du premier album. Et il y a un t-shirt qui est, tu sais, sur le même mode que le t-shirt des Knicks, donc bleu avec écrit en orange avec la même typo que les Knicks et il y a marqué Compagnie Flow là. C'est voilà, si je gagne au loto, c'est dans ce genre de choses que j'investirais direct. Là, le mélange New York Knicks, Compagnie Flow des années 90, là, c'est une collection de capsules faite pour moi, sauf les tarifs. C'est une collection capsule de cyanure pour toi. Exactement. Et je suis passé à côté, c'est sorti? Et je vais t'envoyer ça. C'était, ça sortait vendredi, donc voilà, vendredi, c'était dispo en micro collection édition limitée. Je t'enverrai le lien juste après, Pierre. Moi, j'ai pensé à toi. J'ai vu la Timberland qui est sortie pour fêter l'anniversaire de Ready to Die de Notorious B.I.G. Où ils ont sorti la Timberland, la classique, hein, je sais plus comment elle s'appelle, la 6 foot là. Ouais. Celle que le piège à loup, quoi, celle que vous la serrez après vous avez une périostite pendant 8 mois, mais c'est donc un modèle qu'adorait B.I.G. à l'époque, qui mettait beaucoup sans les lacets évidemment, donc à ne pas reproduire chez soi, parce que sinon vous allez casser la gueule au bout de 3 minutes. Mais donc ce modèle est sur la languette avec le bébé là qui est embossé directement. Donc voilà, et il y a un packaging spécial. Donc si vous aimez, je crois que c'est une exclue qu'on trouve chez Foot Locker. Donc c'est pas un truc en série ultra limité, mais si vous cherchez vos chaussures pour l'hiver, qui commence donc, qui est toujours pas fini chez toi, non? Parce que l'été. Nous, ça s'arrête jamais. Nous, c'est pas Winter is coming, c'est Winter never leaves. C'est un autre délire. Donc voilà, donc c'est ça. Donc bon, la Timberland ici à Marseille, elle est uniquement un accessoire de mode. Elle n'a aucun intérêt, on va dire, au niveau des sensations. Mais voilà, donc ça, j'avais pensé à toi quand on avait vu ça. Je vous ai partagé les images sur l'Instagram de Culture aussi. Tu parles de Timberland, ça me fait penser. Alors moi, ma paire préférée, alors c'est pas tout à fait celle-là, même si elle est vraiment cool, parce qu'elle est quand même balèze. Moi, c'est une paire un peu plus mid, qui était, alors pour les spécialistes, c'est sur la couverture, la pochette du maxi de Crooklyn Dodgers, de la BO du film Crooklyn de Spike Lee. Il y a Buckshot qui porte cette paire de Timberland noire. C'est ce que j'ai acheté avec mon premier salaire, quand j'ai premier été où j'ai bossé pour me faire de l'argent de poche. C'est ce que je suis allé m'acheter direct, et je les ai portés des années. J'adore cette paire. Et tu sais, je te l'avais déjà dit, Pierre, mais j'ai eu l'immense privilège de pouvoir faire une interview de
Michael Jordan. Sauf que moi, j'avais pas de pompe en fait. Tu sais, j'avais que des baskets chez moi. Je me disais, je vais pas me pointer avec des. C'est la seule fois d'ailleurs, je me suis sapé entre guillemets pour une interview. J'avais mis une chemise, une petite veste et tout. Et donc, j'avais mis ma paire de Timberland qui était ma paire de pompes la plus présentable à mes yeux. Donc, ça passait, elles étaient noires. Tu vois, il m'a pas fait de réflexion. Il a fait une réflexion au photographe par contre qui avait des baskets éclatées. Il lui a dit non, mais tu peux pas porter des trucs pareils. Et pour l'anecdote, donc je suis rentré chez moi et au moment où j'arrivais chez moi, ma paire de Timberland a décédé. Tu sais, la semelle a fini comment dire, de se détacher complètement du reste de la chaussure. Donc c'était elle a eu plus la pression et plus chaud que moi ce jour-là, ma paire. Ouais, mais elle a fait comme Thierry Roland, elle s'est dit maintenant on peut mourir tranquille. Et voilà. Puis elle a vu MJ de près. Elle était encore face au pied d'MJ. Donc parfait, mais ça je peux comprendre. Je voulais remercier aussi cette semaine, je crois que c'est Aja Wilson, pour rester avec les Aces, qui a dit ce que beaucoup de gens pensent tout bas, mais que moi je pense aussi tout haut, c'est que Love and Basketball est une grosse daube. Tu vas te faire des ennemis chez moi. Je sais pas, j'ai toujours trouvé ce film, j'arrive pas à me passionner pour ce film. On en avait parlé quand on avait fait notre spécial movies. Je l'avais pas mis moi dans le truc, mais j'en avais parlé parce qu'il fallait en parler, mais j'avais toujours du mal à dire que, et là de voir quelqu'un dire, pour moi c'est vraiment pas un bon film. Merci, enfin quelqu'un qui ose le dire. Dites-nous ce que vous en pensez. C'est vraiment l'avis le plus clivant, je pense, depuis le départ de Hoop Culture, ce que vous pensez de Love and Basketball. Mais c'est toujours pareil, c'est dans le contexte à l'époque, évidemment que ça nous a touché. C'est comme si tu me dis Beverly Hills, c'était une putain de bonne série, mais regarde un épisode de Beverly Hills ou regarde Love and Basketball aujourd'hui. Enfin, moi je trouve que c'est claqué, quoi. Est-ce que tu as eu d'autres coups de cœur à part cette phrase, cette punchline d'Aja Wilson? On a parlé la semaine dernière, Théo, de musique électronique avec notre spécial DJ Mehdi. D'ailleurs, on vous remercie vraiment du fond du cœur de tous vos commentaires sous la vidéo et sur la page Insta, sur ce podcast, de toutes vos réflexions et de tous vos tips que vous nous avez également donnés sur certaines choses à écouter, à réécouter. Voilà, donc on a parlé de hip-hop, mais aussi de musique électronique. Et moi, mon coup de cœur de la semaine, c'est ce livre de David Blow qu'on ne présente plus, animateur du Nova Club et animateur sur Nova depuis des années, et Mathias Cousin sur l'histoire de la musique électronique. Ça s'appelle Le Chant de la Machine. En fait, c'est un recueil. Ça avait été fait en 11 parties. Et ça, c'est le recueil de ces 11 parties. Donc, ça part de Larry Levan, du Paradise Garage. C'est très dense. Il y a beaucoup de textes, mais c'est passionnant. On apprend plein de trucs. C'est par chapitre. Aussi, moi j'ai appris des trucs et des trucs qui m'ont fait halluciner, notamment un DJ qui s'appelait Tom Moulton, qui est le plus grand DJ de l'histoire de la disco et un des plus grands DJ de l'histoire tout court en matière de musique électronique, qui a inventé par exemple l'idée ne serait-ce que l'idée de remix. Donc il avait lui, il était sur pas mal de radios et même dans des clubs. En fait, il aimait tellement voir la réaction du public qu'il enregistrait ses mix et il les jouait en fait en soirée. Il avait tout un studio, il préparait son mix chez lui et en fait il le jouait en soirée. Et une fois, il avait fait un mix particulier, un edit particulier, et il voulait le presser sur un 10 inches. Il va chez son fournisseur habituel qui lui dit j'en ai plus, j'ai plus le format. Et du coup, c'est là qu'est né le Maxi 45 tours, parce qu'ils l'ont pressé sur un 12 et ils se sont rendus compte que les sillons écartés, ça rendait le son beaucoup plus rond, ils pouvaient rajouter les basses beaucoup plus dans le mix, etc. Et c'est sur ce hasard-là qu'est né le concept du Maxi 45 tours. Tu vois. Donc, tu apprends plein d'anecdotes comme ça, et puis ça va donc de la fièvre du samedi soir à Daft Punk. Voilà, c'est illustré à chaque fois par des illustrateurs différents, puisque c'était 11 volumes sur des périodes différentes. Voilà, c'est mine d'or. Le chant de la machine, ça s'appelle. Je vous conseille vraiment. Ah, super, je connaissais pas du tout, mais effectivement, ça a l'air passionnant. Moi, je suis resté, je te disais la semaine dernière.
la semaine dernière que pour certains disques, j'attendais de les avoir en main pour pouvoir les écouter. Je vous avais présenté dans Hoop Culture à 2 reprises, je crois, les morceaux de la collaboration entre Common et Pete Rock. Et ça y est, j'ai reçu mon disque. Donc j'ai pu commencer Il est à beau, hein. écouter ça avec attention, me régaler. Donc voilà, c'est l'album collaboration entre Common et Pete Rock qui s'appelle donc The Auditorium Volume 1, donc ça laisse penser qu'il y aura plusieurs volumes et je suis épaté de voir le buzz quand même que ça a généré, le nombre, tu sais, maintenant les albums sortent et puis après t'as l'impression que 2 semaines plus tard les artistes sont passés à autre chose, là ils ont fait beaucoup d'interviews, beaucoup de mise en avant de ce disque, donc voilà, je vous encourage à y jeter une oreille, moi j'ai commencé tout juste à le savourer, je vais aller dans le détail pour vraiment bien prendre le temps de le kiffer, mais c'est... En fait, j'ai vachement aimé le fait que on est tellement surchargé de musique maintenant qu'on a l'impression qu'un album, ça se fait en un claquement de doigts, que c'est juste un enchaînement de morceaux. Et là, je trouve qu'ils ont vraiment donné la mesure du travail qu'il y avait derrière ce disque, le temps que ça prend. Est-ce que c'est aussi une collaboration parce que c'était au centre de leur projet, de pas simplement s'envoyer les morceaux à distance et de faire ça chacun dans leur coin, mais vraiment d'être ensemble en studio, de bosser sur tout ce projet ensemble. Donc voilà, c'est mon coup de cœur de la semaine. Ouais, et puis c'est bien d'aller chercher un petit peu plus loin que quand vous avez le disque. N'hésitez pas, en plus, avec des médias comme OKPlayer, toutes ces choses-là, d'aller aux sources, d'aller chercher les explications du pourquoi, du comment. Et puis, vous écoutez pas un disque pareil quand on vous a expliqué le processus. Et souvent, en effet, c'est pas uniquement j'allais dire comme un disque de Jules, où il en sort 15 par an, mais chacun de ces disques est différent. Et il aura certainement, alors il donne pas d'interview, mais il aurait peut-être des choses à dire dessus. Mais voilà, il y a quand même à chaque fois une histoire derrière chaque chose, alors sans aller lire l'histoire derrière chaque track. Mais voilà, ce que vous avez entre les mains, c'est à chaque fois une œuvre d'art. Ne l'oubliez pas, donc il y a un processus derrière, donc n'hésitez pas à aller le lire. Carrément. Tu veux qu'on enchaîne? Est-ce que tu avais un coup de gueule cette semaine particulier ou est-ce que tu étais chill? Moi, est-ce que j'ai un coup de gueule particulier? Ouais, j'ai rien qui vient là. Non, Tant j'ai mieux, tant mieux. j'ai rien C'est qui vient. Ah, c'est que tu peut-être. as passé une bonne semaine. Moi, j'ai pas passé une mauvaise semaine. J'ai pas passé une très mauvaise semaine. Mon coup de gueule pourrait se rapprocher un peu de ma relique. Alors ben on passe là-dessus alors. On le sait maintenant, le maillot de Vince Carter va être retiré aux Raptors. Donc voilà, j'ai fait 2 reliques en une. Est-ce que les gens ont dit qu'ils voulaient enlever celui-là, mais je n'ai aucun souvenir de Vince Carter jouer avec celui-là. Donc moi, pour moi, j'ai un souvenir de Vince Carter, celui-ci, voilà, qui est de l'époque. Voilà. Et mon petit coup de gueule, ce serait mon. Alors, je vais me faire démonter, mais je suis pas. Je trouve pas ça. Je trouve que c'est dispensable de retirer le maillot de Vince Carter aux Raptors. Voilà. Et pour pousser le truc, j'avais celui-là aussi, Vince Carter, Ah oui, que Fred Weiss a vu passer très très lourd. comme le générique de Star Wars, comme ça. Mais voilà. Non, non, je trouve que il y a un gros débat. J'adore Vince Carter. J'adore le personnage, j'adore la simplicité du gars, j'adore sa carrière, j'aime tout chez lui. Vraiment, c'est un type génial. Mais je trouve que mon coup de gueule, c'est pas est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on doit pas, c'est qu'on parle beaucoup de ça et que du coup, ça ternit un peu son. Je sais pas comment t'expliquer, j'ai l'impression que il y a enfin, ça le fait pas on lui cache limite son plaisir en disant alors je suis d'accord, pourquoi enlever son maillot à New Jersey? Mais j'ai l'impression qu'on se sent obligé de retirer un maillot de Vince Carter parce que c'est une légende de la ligue. Mais je suis pas sûr qu'on ait besoin de retirer un maillot de Vince Carter. Enfin, honnêtement, alors ça va peut-être faire bondir beaucoup, mais bon, il faudrait retirer beaucoup, 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 beaucoup de maillots. Quand tu vois ce qu'il fallait pour retirer un maillot avant, j'ai peur qu'on tombe dans un excès dans certaines franchises qui n'ont pas de joueurs, entre guillemets, qui ont fait une carrière de légende, pas qui n'ont pas eu des joueurs de légende, parce que beaucoup de joueurs très connus passent, mais, euh, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on, enfin, on fustige un petit peu cet honneur colossal qui est de retirer un numéro
d'une franchise et que maintenant, tout de suite, bah, on va retirer le numéro. Ah ben, on va retirer le numéro. Tu vois, là, on en est déjà. Est-ce qu'on va retirer le numéro de Jalen Brown? Est-ce qu'on va retirer le 0? Ou est-ce qu'on va retirer le 7? Mais lequel on va retirer? Putain, ça devient insupportable. Bientôt, on va jouer avec des 130, 140, 112 parce qu'il n'y aura plus de numéro disponible. Et je trouve qu'on en fait un peu trop autour de ça. On essaye beaucoup de créer des honneurs. Vince Carter, encore une fois, il mérite tous les honneurs du monde, mais je ne sais pas s'il mérite qu'on retire un maillot. Alors, pas aux Nets et aux Raptors, oui, mais pourquoi? Pour des actions. Enfin, tu vois, je Bah, sais pas. C'est un vaste débat, quoi. honnête, j'ai pas compris en fait. Quand l'annonce est sortie annonçant qu'ils allaient retirer son numéro, j'ai pas du tout compris. Du coup, pour les Raptors, pour moi, ça a quand même plus de sens parce que maintenant, je vais passer pour un hater parce que je le rappelle à chaque fois, mais il est vraiment pas parti en bon terme. Il est parti de manière assez sale de Toronto. Sûr. Mais par contre, il a eu un rôle d'accélérateur de particules pour le basket canadien. Donc vraiment pour cette franchise à qui il a donné une respectabilité, une identité. Voilà, il a vraiment contribué à lancer la franchise pour de bon. Donc finalement, moi, ça m'étonne moins que Toronto ait voulu retirer son numéro. Je pense qu'ils se sont fait un peu prendre par surprise par les Nets. Ils ne Voilà. devaient pas s'attendre à ce que les Nets annoncent qu'ils allaient retirer le maillot. Du coup, eux, Merci. ils voulaient d'abord retirer celui de Kyle Lowry. Du coup, ils se retrouvent coincés parce qu'ils se disent ah mais nous, ils auraient certainement attendu la retraite de Kyle Lowry pour retirer son numéro et ensuite retirer celui de Vince Carter. Bon, je pense qu'il y a eu une espèce comment des circonstances qui se sont réunies qui leur ont forcé la main un petit peu, mais effectivement je comprends que les Raptors veuillent le retirer. Tu sais, j'en profite pour le dire là, mais on est sur le point, vous avez dû voir passer ça, mais on sort notre numéro 15 de Rivers, on n'a même pas ouvert là-dessus là, mais sur notre numéro spécial Small qui est disponible en précommande avec Allen Iverson en couverture. Voilà, on parle des petits, les petits qui ont marqué le jeu, le small ball, tout ça en fait, le rapport à la taille dans notre sport. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que la couverture, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, elle est signée par un artiste que je trouve de grand talent qui est canadien. Et en parlant avec lui, il nous disait en fait à quel point Vince Carter a marqué les Canadiens, à quel point il a transformé la scène locale du basket au Canada par ses exploits, par ses dunks incroyables, par le fait que les Raptors aillent loin en playoff pour la première fois de leur histoire. Donc ça, je le comprends mieux en fait, sous cet aspect-là, je le comprends mieux pour C'est ça. Toronto. C'est ça, mais c'est en fait, tu as parfaitement exprimé le fond de ma pensée, c'est que s'il n'y a pas de New Jersey, est-ce que Toronto l'enlève tout de suite? Voilà. Ou est-ce que ça sera plus tard? Ou est-ce qu'en effet, il y aurait d'abord Kyle Lowry? Là, on a l'impression que tout ça est précipité et du coup, ça enchaîne des débats sur ah, mais est-ce qu'ils auraient fait ça? Est-ce qu'ils auraient fait ça? Total, tu sais, ça galvaude un petit peu l'histoire. Au lieu de la rendre belle, ça la rend un peu précipitée. Mais moi, attention, je suis parfaitement d'accord. Si vous avez vu le documentaire The Carter Effect sur tout ce que ça a pu apporter à la ville de Toronto, qui a mis la franchise sur la carte. Alors, cette franchise qui avant était connue uniquement pour cet horrible dinosaure, mais à tel point que, tu vois, je pense que Toronto s'est précipité parce que tu vois, Nike allait sortir son maillot City Edition cette année avec le dinosaure qui prend la balle entre ses jambes et qui reproduit le fameux dunk de Carter. Je trouvais que c'était une transition géniale, Mm. tranquille. On passe l'année, les gens achètent ce maillot, se réapproprient le maillot de Toronto avec Vince Carter de manière très très cool et de manière vraiment sympa. Et après, bah, on va retirer le maillot de Vince Carter. Et là, on sent que c'est un peu dans la précipitation. Par contre, son émotion quand Masai Ujiri lui annonce que son maillot va être Ouais. retiré, celle-là, c'est pas du cinéma. Le mec est bouleversé. Il lui dit ça sur un terrain en extérieur. Et le mec est vraiment très, très ému. Et tu vois, il a les larmes qui montent et il n'arrive pas à reprendre son souffle. Et je pense que, voilà, moi, je suis même sûr qu'il préfère que ce soit retiré là-bas que New Jersey. Mais c'est cette précipitation qui m'a embêté. Je dis pas et encore une fois, je dis pas qu'il le mérite pas. Je dis juste que si le New Jersey l'avait pas fait là, est-ce que Toronto l'aurait fait tout de suite? Donc il y a un truc qui me gêne. Mais c'est pas un coup de gueule parce que je l'adore. Et j'aimerais tellement avoir le maillot de North Carolina avec le 15 et Carter derrière.
Oui, c'est clair. Bah, écoute, en tout cas, tu m'offres une transition parfaite parce que tu parles de maillot. Moi, c'est un livre, ma relique de cette semaine. C'est un livre d'un ancien joueur qui s'appelle Paul Shirley, dont le bouquin, qui date un petit peu, hein, là, ça date, je vais vous retrouver la date de parution, mais s'appelle justement Can I Keep My Jersey? Est-ce que je peux garder mon maillot? Et en gros, c'est un role-player qui est passé notamment par Phoenix, mais aussi par Chicago et par les Lakers, par quelques équipes en Europe. Et il avait sorti ce bouquin, il était encore joueur, il était en train de se poser la question de savoir s'il allait essayer de poursuivre sa carrière professionnelle ou pas, c'est sorti en 2008. Et ça raconte avec énormément d'humour et de justesse à quel point c'est dur en fait de se faire une place en NBA et au plus haut niveau quand tu n'es pas une superstar ou un prospect qui a été drafté très haut. Les discussions un petit peu lunaires que tu peux avoir avec des stars NBA dans ton vestiaire qui sont tes coéquipiers mais qui sont sur une autre planète. À un moment, je me rappelle notamment qu'il raconte une conversation, je ne sais plus si c'est avec Amar'e Stoudemire ou avec Sean Marion, mais tu dis, ouais, effectivement, certains mecs sont assez perchés quand même dans cette ligue. Il raconte aussi la difficulté quand lui c'est un joueur américain, tu es obligé de partir parce que tu n'as pas de place en NBA, ton agent il dit, bon bah demain tu vas jouer à la Juventus de Badalone ou aller jouer en Russie ou en Ukraine, ce que ça représente comme difficulté, le choc culturel, découvrir un nouveau basket, des nouveaux types pardon, de coéquipiers, tout ça. C'est écrit avec énormément d'humour. Donc voilà, je vous redonne le titre, c'est Paul Shirley, Can I Keep My Jersey? Donc 11 équipes, 5 pays et 4 ans dans ma vie en tant que vagabond du basket. Voilà, ça se dévore très vite, c'est plein d'humour, très très bien écrit. Voilà ma relique du jour. Super, je connaissais pas du tout et ça me donne bien envie. Ouais, tu seras pas déçu, je pense. Je pense que tu seras pas déçu. Il avait des vrais talents pour écrire au-delà de ses talents de basketteur. Écoute, dans le MOOC Small spécial oui. Pour les petits, qui a écrit sur moi? On le sait, non? Qui s'est occupé de faire 10 pages sur moi? Alors, on avait demandé à Alan Iverson d'écrire sur toi, on attend toujours son papier. Voilà, si ça arrive à temps, on rajoutera un addendum dans cette édition spéciale. En parlant de rendez-vous en terre inconnue pour Paul Shirley, je te laisse imaginer la tête d'Allen Iverson quand on lui a dit qu'il allait jouer à Istanbul. Et ce qui a dû lui arriver quand il a fermé la porte de son hôtel et qu'il a regardé par la fenêtre en se disant... Il a dû se dire, mais tu vois, c'est vraiment les types. Et c'est là où je te dis, ils sont satellisés. Tu parlais de Sean Marion, etc. Et pour Amar'e Stoudemire qui... mais il le racontait, hein. Moi, j'ai eu le plaisir d'écrire sur lui quand il est arrivé en Israël. Enfin, le mec a lu. Enfin, c'est vraiment rendez-vous en terre inconnue, quoi. C'est-à-dire, alors qu'ils sont pas au fin fond de la Papouasie, ils sont dans des baies. Et pour eux, c'est le tiers-monde, quoi. D'autant que pour Amar'e, c'était un choix de vie. Il a vraiment spécialement choisi. Voilà, donc c'était lié à une quête spirituelle, mais malgré ça, c'était quand même. Il avait l'impression de débarquer sur une autre planète, quoi. Malgré ça, malgré l'envie qu'il avait, il en avait parlé avec beaucoup de gens à New York, etc. Il avait pas pris. Cette fois, c'était pas un truc qu'il avait fait sur un coup de tête. Il avait préparé spirituellement son arrivée là-bas, et il avait complètement halluciné. Donc, j'imagine ces gars comme Iverson où il laisse toute la famille aux États-Unis. Et eux, ils débarquent à Istanbul. Ça devait être quelque chose. J'aurais bien aimé être une petite souris ou son agent pour avoir le premier coup de fil. Tu sais, quand il est rentré chez lui en disant, après le premier entraînement, enfin, s'il y allait, attends, allô? Ils parlent pas tous anglais. Comment ça se passe, là? Starbucks, il est où? J'ai pas vu Starbucks. Bon, allez, on va refermer là-dessus cet épisode du Hoop Culture. Pierre, c'était un plaisir, comme chaque dimanche, de parler avec toi. N'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous avez retenu de cette première semaine de pré-NBA. On n'y est pas encore. Choses qui vous ont marqué, intrigué, déçu. On sera ravis de vous lire. Et puis, nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On croise les doigts, on touche du bois, on jette des fers à cheval et on garde des pattes de lapin pour espérer qu'on aura bien l'invité qu'on voulait vous présenter. Et on vous souhaite de passer une super semaine. Ciao à tous. Ciao, ciao.